5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion où on s'intéresse à la situation du parti Les Démocrates au Parlement. Une fois encore, il dénonce le diktat de la majorité présidentielle dans la répartition des représentants au Parlement. Dans les instances régionales, à l'arrivée, 0 député du parti d'Éric Gounetti qui a choisi de ne pas se joindre à ce qu'il considère comme une forfaiture. Ils vont éventuellement se diriger une fois encore vers, bien sûr, la Cour constitutionnelle pour trancher le litige. Première patate chaude à venir pour la Cour Sosa. À l'épreuve du rapport de force, les démocrates semblent-ils perdre des plumes ou est-ce simplement la mise en branle de la ligne dure qu'ils incarnent? Nous en parlons. On revient aussi sur cette rencontre entre les deux présidents, désormais des deux grandes formations politiques de la majorité présidentielle, Joseph Fifame Diogbenou et Téché Abdoulaye Biotchane. Ils entendent, disent-ils, renforcer leur convergence pour l'intérêt des populations. Mais qu'ont-ils pu se dire concrètement ces deux-là, au-delà de ces phrases génériques toutes faites servies aux médias? Que cache le développement, sinon le déplacement de l'ancien garde des Sceaux? Les débatteurs vont donner leur opinion. Ils vont opiner également sur cette mission des chefs d'État africains pour tenter une médiation dans le conflit russo-ukrainien. Le Comorien Azali Assoumani, le Sénégalais Macky Sall et bien sûr le Zambien Hakainde Hichilema avec le Sud-Africain Cyril Ramaphosa. Ils se sont rendus vendredi en Ukraine, accueillis dans la matinée par une attaque de missiles russes qui a visé la région de Kiev. 24 heures plus tard, ils étaient à Moscou. La mission africaine a commencé son voyage par une visite à Boutcha, banlieue de Kiev, où l'armée russe est accusée d'avoir massacré des civils. De l'entrevue avec Zelensky, rien de concret. Que pèse cette mission dans un conflit géopolitique qui a tout l'air d'une guerre froide, folklore ou démarche salutaire? On l'appréciera. En plateau avec moi pour analyser, décortiquer, commenter l'actualité d'ici. Et d'ailleurs, Francis Lejatadé, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Eman. Merci donc de vous joindre à nous pour le débat matinal. C'est toujours un plaisir d'être associé à la réflexion sur la vie politique nationale et internationale. Merci beaucoup. En face de vous, ce matin, Arimi Choubadé, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, Audrey. Comment allez-vous? Comme chez moi. N'est-ce pas? Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Et Dr Paul-Marie Wessou, théoricien de la gouvernance d'État, très habitué donc de ce plateau désormais. Bonjour docteur. Bonjour. Merci donc d'être des nôtres ce lundi matin. Merci de m'avoir invité. Et on démarre par Arimi Choubadé. Vous avez suivi bien sûr la situation au Parlement avec les députés, justement les démocrates qui n'ont finalement pu être représentés dans les instances régionales du Parlement. Ils dénoncent le diktat de la majorité présidentielle, sinon de la majorité parlementaire. Ils estiment être fondamentalement lésés. Est-ce qu'ils sont en train justement de jouer à la victime ou c'est le rapport de force qui finalement est en train de montrer, de faire ses preuves? Non, c'est la minorité. On a beau faire tout ce qu'on veut, faire croire que c'est la minorité. C'est-à-dire que entre la majorité qui soutient le gouvernement et eux, il y a forcément des divergences. Et puis là, ils font de la politique. Hein, ils auraient pu se contenter d'exister. Mais là, ils veulent faire plus qu'exister. C'est-à-dire ils veulent compter dans le débat politique, peser dans le débat politique, ne pas faire de la figuration, peut leur reprocher ça. Oui, vous savez, on a tendance, on sort d'un Parlement qui était composé exclusivement d'amis. Hein. On a fait 4 années de ce qu'on appelait le Parlement de type nord-coréen. Et donc, forcément que perdre encore 28 possibilités, 28 opportunités de puissance, c'est pas aussi aisé. Est-ce que ce n'est pas la majorité qui joue à la victime parce qu'elle n'est pas d'accord de perdre jusqu'à 28 députés? Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus eux qui font de la dictature de la majorité que les autres qui font les victimes? Et c'est heureux que 28 députés puissent faire autant de bruit, peut-être même plus de bruit que la majorité, donc c'est peut-être d'abord bien pour les analystes comme vous et moi et pour la vitalité du débat politique chez nous. On a eu plusieurs années où on n'avait pas connu ça. Moi, j'applaudis
de deux mains cette nouvelle façon de voir notre Parlement qui était resté un peu trop aphone pendant près de 4 ans. D'accord, très bien. Francis Elojatadé, on a vu déjà le parti, les démocrates, lors de la désignation des présidents de commission, avait dû se diriger vers la Cour constitutionnelle afin de trancher le litige. Une fois encore, on semble être en train de se diriger à la Cour constitutionnelle pour valider la désignation donc, des membres qui vont siéger au Parlement. Pourquoi finalement, à chaque fois, faut-il recourir à la Cour constitutionnelle? Vous savez que le champ politique est un champ conflictuel. Et puis, je n'ai pas vocation à leur enseigner qu'en fait, le Parlement, c'est le haut lieu de la politique. Et là-bas, on ne se fait pas de cadeaux. Vous savez évidemment que quand quelqu'un a une majorité, celui qui a la majorité a forcément envie de l'utiliser à fond. Donc, il n'entend pas construire des parcelles. Et c'est la majorité parfois qui dicte sa loi à la minorité. De façon alternative, il peut arriver que la minorité d'aujourd'hui devienne une majorité demain. Ce n'est pas exclu. Mais qu'il vous souvienne en fait que le 12 février déjà, lors de l'installation, les démocrates se sont constitués aussitôt en groupe parlementaire, ont déclaré leur vision et les couleurs ont été annoncées, les critiques ont été acerbes. Vous avez vu le réquisitoire qui a été dressé. Donc c'était clair que la ligne est tracée. Par la suite, vous avez vu qu'à l'occasion de la mise en place des organes techniques, c'est-à-dire les commissions, il s'est passé qu'ils n'ont pas été satisfaits. La conséquence, c'est qu'il y a eu boycott. Il y a eu un recours qui a été adressé à la Cour constitutionnelle pour que la Cour arbitre en tant qu'organe régulateur, que la Cour intervienne pour leur donner raison. Mais la Cour a fini par se prononcer et a rendu une décision. Maintenant, la décision, elle n'est pas exécutée à fond. Il y a quand même l'article 35 de la Constitution qui oblige les citoyens à respecter les décisions de la Cour, des lois et textes réglementaires que nous sommes donnés. L'article 35 est assez clair. Je crois que je renvoie les démocrates à relire l'article 35 de la Constitution du Bénin. Et par la suite, vous avez vu qu'il s'est passé à l'occasion de la désignation des membres de la Cour constitutionnelle et des différents députés qui doivent représenter le Bénin dans les parlements régionaux et dans d'autres institutions. Il y a encore eu couac, il y a eu malentendu. C'est toujours le jeu politique. Et les démocrates, en fait, veulent jouer un peu à la victimisation. Non, il s'agit en fait d'une majorité de 81 députés et d'une minorité réelle de 28 députés. Alors, vous voyez que la balance n'est pas à la faveur. Le rapport de force est en leur défaveur. Mais oui, si, ils doivent le constater. Mais lorsque les démocrates, par exemple, ont tracé la ligne, ils savent bien qu'en politique, lorsqu'on affirme sa couleur et qu'on attend de l'autre partie des concessions, c'est souvent difficile. À tous les niveaux, il y a des possibilités de négociation. Et si ces possibilités ne sont pas exploitées à fond, ben c'est qu'il y a toujours une guerre. Et la Cour constitutionnelle, si elle est saisie, elle ne peut dire le droit que sur l'existant, que ce qui existe. Donc il y a le factuel, les faits qui seront relatés, mais il y a aussi ce que disent les textes. Et c'est en application des dispositions constitutionnelles que la Cour sera amenée à dire le droit. Mais toutes les fois, on a vu il n'y a pas le passé que lorsque la Cour a rendu sa décision, dans le cadre du litige qui opposait les démocrates à la majorité présidentielle, les démocrates n'ont pas cru devoir envoyer leurs représentants au niveau des commissions. Bon, je crois que cette affaire sera réglée sous peu. Mais l'idéal serait que les démocrates sachent qu'en politique, et puis en démocratie, c'est la majorité en fait. Et s'ils veulent qu'il y ait des compromis, je ne dis pas des compromissions, s'ils veulent qu'il y ait des compromis, c'est à eux d'avoir la démarche. Donc, les portes de négociation sont possibles à condition qu'ils ne soient pas braqués. Donc, je nourris l'espoir que la Cour constitutionnelle, 7e mandature installée, aura à trancher sur ce dossier. Mais aussi, j'appelle la Cour constitutionnelle surtout à nous situer par rapport à des questions de technologie. Majorité et minorité. Cette configuration que la Cour, dirigée par le professeur Dorothée Sosa, puisse désormais nous situer pour que la guéguerre
qui est alimenté au niveau du Parlement puisse trouver une solution définitive. D'accord. Alors, docteur Paul-Marie Ouessou, est-ce que quelque part aussi la majorité présidentielle est doublée, donc la majorité parlementaire, donc doublée de la majorité présidentielle, n'est-elle pas en train d'abuser finalement? Bon, écoutez, moi je voudrais d'abord dire que il y a des questions sur lesquelles on ne peut pas fonctionner sur la base de j'ai la majorité. Il y a des questions nationales sur lesquelles on doit tendre la main à l'autre pour que nous puissions vivre en paix. Et ça, regardez bien ce qui se passe depuis que le Parlement est installé et qu'on a commencé. Dans un premier temps, il était question donc de ce vote-là pour les membres des commissions permanentes. Et au niveau des organes de décision, c'est-à-dire la présidence des 5 organes, la majorité a pris la tête des 5 commissions. Sur 5, moi je crois que ce qui est normal dans la vie d'une nation, et aussi dans les démocraties que nous apprécions souvent, c'est qu'on laisse au moins un poste de présidence aux démocrates. Pourquoi? Parce que simplement, à ce niveau, on prend des décisions. Ben, quand les démocrates ont fait leur recours, on a fini par dire, bon, ok, il faut quand même leur donner des postes. On a dit de ne pas toucher au poste de présidence. Et ce qu'on leur a donné, c'est des postes de secrétaire. Les secrétaires ne prennent pas de décisions, nous le savons tous. Et ne discutent pas les décisions. Deuxième étape, il fallait nommer les membres de la Cour constitutionnelle. Moi, je crois que sur ces questions, vous savez, on doit nécessairement regarder le fait qu'il peut y avoir des situations de conflit et que tant que c'est un camp seul qui prend des décisions dans ces contextes, on ne met pas en confiance d'abord les démocrates parce que il a dit que c'est 28 députés, mais c'est aussi des centaines de mille de citoyens derrière ces députés. Donc, il faut comprendre que c'est toute la nation qui est engagée à travers donc, chaque groupe qui est au Parlement. Et que, donc, lorsque nous allons sur certaines questions, surtout les questions liées aux élections, il faut faire attention pour ne pas... parce que moi, je ne vois pas l'importance pour les députés de la majorité de s'arroger le droit de nommer 4 personnes au Parlement, sans tenir compte des démocrates. On sait qu'il y a une forme de caporalisation. Oui, je le crois sincèrement. Moi, je crois que ce qui mettrait tout le monde en confiance, autant les populations que eux-mêmes en confiance, c'est de se dire que, OK, nous avons 4 personnes à nommer, OK, les démocrates proposaient nous au moins juste une personne. Ça pourrait être ça. Et la présence de cette personne va faire qu'une partie de la population, et autant que les députés eux-mêmes, se disent oui, ils sont représentés. Et c'est la pratique. Ce n'est peut-être pas la pratique de ce Parlement. D'ailleurs, le Parlement qui est passé, bon, il a qualifié ça de Parlement de type nord-coréen. Mais c'est que la mentalité qui a caractérisé le Parlement passé reste dans les attitudes des députés de la majorité. Et cela pose un problème pour notre vivre en commun. Et moi, je pense, parce que si nous devons tout régler sur le nombre et dire que, bon, lorsque eux aussi seront majoritaires et eux aussi vont faire comme eux, c'est en fait qu'on se fait des règlements de compte. Et moi, je pense qu'il est nécessaire que les députés prennent conscience que sur les questions, surtout les questions, moi je ne parle pas nécessairement des représentations dans les parlements régionaux et autres, mais surtout les questions liées aux élections, il faut nécessairement que les partis fassent des concessions pour que tout le monde soit représenté. Et on en avait une occasion dans le processus de la nomination des membres de la Cour constitutionnelle, on a raté ça. D'accord. Arimi Choubadié, finalement, les démocrates qui font la politique de la chaise vide, est-ce que cela ne les dessépare aussi quelque part? Il vaut mieux y être et en avoir quelques-uns que de ne pas y être du tout. Vous savez, on se comprend presque tous. Hein.
on est dans un vrai problème, c'est-à-dire qu'il y a un problème de culture. Hein. Je ne dirais pas que il y a de l'inculture, mais moi j'ai un problème avec la classe politique béninoise. Elle n'est pas éduquée à la politique, elle n'est pas formée à la politique. À peine si les partis ne servent pas d'agence de positionnement de cadre. Et vous voyez comment on se bat sur les postes, on ne se bat pas sur les questions essentielles. À l'origine, vous savez, la politique, c'était pour l'aristocratie, c'est pour ceux qui sont appelés à diriger. Hein. On les prépare à diriger, on les forme sur des questions de prestance, de galanterie, de séduction, tout ce que vous savez. Mais aujourd'hui, les gars, ils ont le pouvoir, ils ne savent même pas ce qu'ils vont en faire. Et donc, il faut protéger son clan, il faut protéger sa caste. Et c'est le spectacle auquel on assiste. Quand on vous dit, oui, la dictature de la majorité, mais lorsque la majorité fait sa dictature, ça veut dire que si la majorité devait continuer à faire sa dictature, c'est qu'il n'y aura plus jamais d'alternance. Parce qu'à chaque fois où la majorité fera en sorte que ce soit elle, quand est-ce que vous aurez encore les autres qui vont avoir des parcelles de pouvoir? La démocratie n'est-elle pas, je veux dire, la dictature de la majorité? Vous savez, pour faire la bagarre ici, on n'a pas besoin de majorité. Hein. Une seule personne se lève, il monte sur la table, il a déjà gâté l'émission. Et donc, c'est le droit d'existence des minorités, la démocratie. Ce n'est pas que si ce n'est que la majorité qui devrait exister dans une démocratie, il n'y a même plus de démocratie. La démocratie, c'est la capacité de protéger même les voix les plus marginales. Si on ne peut pas y arriver, on ne peut pas avoir dans la démocratie le mot dictature. On ne peut pas me dire que la dictature de la majorité égale démocratie. Ce n'est pas possible. C'est le droit à garantir l'existence même des minorités. Or, ici, on n'en est pas là. Et je les excuse parce qu'ils n'ont pas la culture. Ils n'ont pas éduqué. Aujourd'hui, on va penser qu'avec le financement des partis politiques, on allait mettre l'accent sur la formation. Il y aura les écoles de partis qui vont commencer par naître, par fleurir, pour qu'on leur enseigne les b.a.-ba de la gestion. La politique, c'est une science. Certains en ont fait même un art. Mais chez nous, on a fait un gagne-pain, ou enfin, un positionnement social et autres. Donc, quand le gars il devient député, il n'a pas l'impression qu'il est là pour servir. Il a l'impression, même s'il a cette impression-là, c'est servir peut-être ceux qui l'ont poussé à aller là ou ceux qui ont contribué peut-être à son élection. Ce n'est pas pour la politique. La politique englobe la chose publique, à tout le monde, où on devait tenir compte. Et c'est ce qui ressort de toutes les analyses que nous faisons. On dit négocier, mais il n'y a pas de règle en la matière. On dit il faut faire il faut voir un peu. Il faut faire des concessions. Voilà. Et ça ne devait pas être la concession, ça doit être la pratique. Hein? Vous avez vu, il y a des pays où il n'y a même pas de concession écrite. Et pourtant, on fait de la démocratie. On garantit à tout le monde d'être à l'aise et de pouvoir donner son point de vue. Est-ce parce que vous avez la majorité que le blanc devient rouge au Parlement? C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. On ne veut même pas savoir qui a la capacité de gérer, mais on veut savoir qui peut être là et qui m'arrange. Mais aujourd'hui, vous allez voir que la Cour constitutionnelle aujourd'hui est devenue même, je ne veux pas répéter, un cadre du BA. Hein, parce qu'il a l'impression que l'UP le prend tout. Il n'a pas hésité à dire que la Cour est déjà UP, l'Assemblée nationale est déjà UP, la Sénat était déjà UP, et que maintenant, il faudrait quand même que le Parlement devienne BA. Ça, c'était dans la compétition pour contrôler le Parlement. C'était des discours, ce n'était pas les démocrates qui tenaient ce discours-là. Et aujourd'hui, vous avez eu l'impression même que le BA, dans la majorité, se considère comme brimé. Dans la majorité. Et se réclame minoritaire de la majorité. Enfin, écoutez, je crois qu'il faut redescendre sur terre. Heureusement, aujourd'hui, on leur donne de l'argent pour se former. Qu'ils prennent l'argent là pour créer des écoles, pour se former eux-mêmes, pour éviter de donner ce spectacle désolant. Vous avez vu, en 2019, j'ai assisté à un débat au Parlement de la CEDEAO, hein, à Abuja, où un député burkinabé disait, mais regardez ce que vous appelez le modèle béninois aujourd'hui, où c'est un seul camp qui va aux élections. Et il indexait même un député béninois, président, pour dire, mais celui-là, par exemple, son parti n'a même pas été admis à compétir. Donc il ne sera même plus avec nous dans quelques jours. Il a voulu même faire un meeting, on l'a empêché, on l'a même emprisonné. Enfin,
allant appréhender, même si c'est quelques heures. Et ça, c'était l'image du Bénin. Et même les officiels béninois qui ont voyagé ces derniers temps, ils savent très bien que quand ils viennent dans des assises où le Bénin devait prendre la parole, il y a quand même... C'était plus comme avant. Hein? Vous ne pouvez plus dire, oui, chez nous, on fait comme ci, on fait comme cela. N'oubliez pas que c'est le Bénin qui a démocratisé toute l'Afrique au sud du Sahara. Avant notre conférence nationale, bon, on parlait peut-être du Sénégal qui était une démocratie sans alternance, parce que c'était le PS qui contrôlait le pouvoir de 1960 jusqu'en l'an 2000, avec l'avènement de Wade. Mais nous, déjà, à partir de 90, 91, on a commencé déjà pas être dans l'alternance, pas être dans la démocratie comme on aime le voir, on aime la voir un peu partout. Oui. Et aujourd'hui, en arriver à être confondu avec la mamaille, avec la grande masse de tous ceux qui disent oui, la démocratie, c'est la dictature des plus forts, c'est la loi du plus fort, c'est le rapport de force. On ne peut plus continuer à tenir ce discours dans un débat politique. Très bien. Alors, qu'on forme nos politiciens, qu'on les forme. C'est très important. Parce qu'on ne peut pas venir sur les plateaux tous les matins à dire nous avons la force, nous allons positionner nos gars, envoyez vos noms, on vous met dans toutes les structures, on remplit toutes les institutions aujourd'hui avec les partisans. D'accord. Mais que dites-vous tout de même de la politique de la chaise vide des démocrates? Oui, mais ils font de la politique. La chaise vide ou la chaise remplie. N'oubliez pas qu'il y a quelques mois, il n'existait pas. Personne. Enfin, il n'y a que. On parlait même des députés nommés à l'époque. Et vous savez, je veux bien qu'on soit exigeant avec les démocrates. Mais il y a quelques mois, ils se battaient pour avoir la majorité. Selon certaines opinions, ils auraient même gagné la majorité. Mais personne ne les a aidés à se battre pour conserver ce qu'ils estimaient avoir obtenu dans les urnes. Enfin, les résultats des urnes sont très clairs. Attendez, c'est clair pour vous. Mais caduc pour la Sénat. Les résultats dont vous parlez sont caducs pour ceux qui ont gagné les élections. Mais on s'en tient à ce que. Mais pour nous, on s'en tient aux résultats de la Sénat. C'est aussi ça la démocratie. Non, respecter le oui, les résultats de la Sénat n'existent pas. La Sénat même dit que ces résultats sont caducs. Je ne sais pas sur quelle base vous faites votre analyse. Je veux bien comprendre. Quand on a demandé à la Sénat de donner les résultats bureau de vote par bureau de vote, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas leurs résultats. C'est nous qui avons voté. Ce sont nos résultats. Mais c'est ça la politique. Nous sommes forts, nous imposons notre point de vue et on passe. D'accord. Alors, Francis Attalé, je vous fais la même question. Est-ce que les démocrates n'ont-ils pas tort quand à la première difficulté, ils décident presque de renoncer, de dire « Ah ok, nous on s'en lave les mains, faites comme vous voulez » et après on revient dire « Ah on a subi le dictat de la majorité ». Je crois que l'histoire de l'humanité démontre bien que toute liberté acquise est une liberté conquise. Donc, il faut développer des stratégies. C'est pourquoi en politique, on dit qu'il faut développer des stratégies. Je vous fais constater qu'en fait, qu'en 2019, il ne faut pas décontextualiser, en fait, les faits politiques. Sinon, si on décontextualise, l'analyse sera biaisée. Je veux comprendre qu'au Parlement de la CEDEAO, qu'il y a eu cet échange, cet entretien dont il est témoin, dont il raconte. Mais, malheureusement, c'est que le contexte de 2019, en fait, il faut bien le comprendre. C'est pas un contexte arbitrairement défini. Il s'est passé que les acteurs, à un moment donné, ont fait du dilatoire et n'ont pas voulu respecter les tests que nous sommes donnés. Ils ont refusé de se conformer. La conséquence, c'est que nous avions eu ce Parlement-là. Donc il faut voir comment ce Parlement a été installé. Je ne veux pas revenir là-dessus. Bon, on parle de Sénat qui dit que les résultats sont caducs. Non, ce n'est pas les résultats qui sont caducs. Si les résultats étaient caducs, les députés n'en seraient pas encore là. C'est peut-être des documents électoraux qui sont peut-être déclarés caducs en fonction d'un certain nombre de précautions qui ont été prises par la Sénat. Je ne suis pas à la Sénat. Si j'en avais même la capacité, je serais le conseiller spécial. Mais j'en reviens au docteur. Je veux dire en fait que les commissions ne prennent aucune décision. À l'intérieur du Parlement, les organes techniques font un travail de fond. En fait, l'examen et l'étude des dossiers qui viennent. Le travail législatif, c'est le travail des commissions. Et c'est en plénière qu'on prend les décisions. Donc, dans ces conditions, si vous refusez le poste de secrétaire, ça veut dire que vous refusez d'avoir un œil sur les études et examens de dossiers, parce que c'est à la plénière que vous allez discuter maintenant pour adopter ou bien rejeter la loi. Donc, je crois que c'est un travail préliminaire que les organes techniques font. Et à ce niveau, je ne trouve pas qu'on ait dit qu'on est absent à la prise d'une décision. Non. C'est
avoir un représentant qui puisse participer, qui suive au moins les débats qui ont été faits déjà au niveau de cette commission. Et la démocratie, en fait, c'est le respect des tests. Que disent les tests? On ne fait pas de la démocratie avec du sentimentalisme. Heureusement que le docteur dit qu'il est théoricien de la gouvernance. Dans la pratique, mais je veux comprendre que M. Choubadé, pour avoir fait la politique, il sait bien qu'il y a des documents qui inspirent. On est passé on est passé c'est pas le politicien Machiavel, le prince de Machiavel, à l'art de la guerre de Sun Tzu maintenant. Les stratégies ont évolué en politique. Et l'homme politique, c'est un animal. L'animal politique, qu'on veuille ou non, vous avez beau fait de dire que c'est un homme social, mais c'est l'intérêt, en fait, qui guide les stratégies politiques. On ne fait pas de la politique parce que pour les beaux yeux de quelqu'un. On y va parce qu'on veut conduire un projet, parce qu'on veut atteindre des objectifs. Vous avez au Parlement, lorsque un parti ou bien un président a la majorité, il a tendance à l'utiliser à fond pour faire aboutir ses projets. Ce qui est normal. Dans ces conditions, la minorité a quelques petits problèmes parce que la minorité n'a pas le droit de veto nécessaire pour bloquer. Et dans ces conditions, la minorité doit travailler à travers des stratégies pour trouver des consensus. Parce que c'est ce que disent les tests. Enfin, les tests disent que dans l'hypothèse d'une difficulté, on peut y aller. C'est pourquoi parfois, même en pleine session, on suspend pour que des négociations se passent. Et à l'issue des négociations, on consensus à valeur constitutionnelle. Mais absolument. Si, malgré ces possibilités, les démocrates n'en sont pas venus à convaincre, ça veut dire qu'il y a un problème. La politique de la chaise vide est aussi une stratégie en politique. C'est une forme de dénonciation, mais aussi c'est l'expression d'un mécontentement, une désapprobation par rapport à une stratégie qui est en cours. Et vous savez que la politique, ce n'est pas seulement au Parlement. Les partis politiques, c'est il y a bien que les démocrates existent. C'est il y a bien qu'ils aient pu avoir des places au Parlement. C'est il y a bien que maintenant ils aient la possibilité d'aller occuper des médias. Et pour prendre l'opinion nationale et internationale à témoin sur ce qu'ils auraient considéré comme des fausses notes en démocratie. Ce qui est possible. Donc, il y a plusieurs opportunités. Le fait déjà qu'ils aient pu avoir une présence de 28 députés au Parlement, c'est un gain. Et il faut capitaliser ça. Donc, ce n'est pas la minorité. La minorité, vous avez dit que, évidemment, la minorité peut faire très mal. Et vous avez illustré par un exemple, peut-être qu'il n'est pas très agréable. Si quelqu'un montait sur ce plateau, bon, ça allait créer... Donc, la minorité peut, à travers la qualité de sa prise de parole, et à travers la qualité du débat parlementaire, impacter et influencer, parce que l'opinion publique nationale et internationale suit ce qui se passe. Et c'est l'opinion qui se fait une idée du travail parlementaire. Et après, il y a les votes sanctions qui s'en suivent. C'est vrai que ça prend du temps à venir. L'idéal serait que nous ayons un Parlement qui fonctionne avec plus de consensus. Mais le consensus ne vient que lorsque les deux parties s'entendent et acceptent de se conformer à un minimum de principes définis et fassent des concessions. Mais si déjà vous avez des points de vue qui sont calqués et que la négociation la machine de négociation ne met pas en marche. Voilà, c'est souvent difficile d'avoir des résultats. Et c'est justement la question que je me réfère à Dr Paul-Marie Ouessou. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer un Parlement presque mécanique où il y a une majorité qui sera peut-être prête à tout broyer et une minorité qui sera prête, elle, à tout bloquer? C'est pour cela que je m'étonne qu'il évoque l'art de la guerre de Sun Tzu. Oui, bien sûr, dans la question politique et surtout au niveau des questions sensibles de la vie politique d'une nation. Je vous donne un exemple très simple parce que il a faim de dire que je suis dans la théorie, je ne suis pas dans la pratique. Et il y a quelques semaines, seulement 2, si le Parlement et la présidence aux États-Unis ne s'entendaient pas, les paiements aux États-Unis s'arrêtaient. L'économie du monde entier s'effondrait. Quelques semaines seulement, il y a 2.
si comment dirais-je, chacun devrait dire, c'est-à-dire les républicains disaient, nous avons la majorité, nous ferons ce que nous voulons, et le président ne peut pas faire ce qu'il pense. Vous voyez, on passe complètement dans un chaos mondial. Parce que l'économie des États-Unis, rappelez-vous, est une économie non pas seulement pour les États-Unis, mais ça a un impact sur toutes les économies du monde. Vous voyez, la question du nombre ou de dire la guerre, quand c'est des questions sensibles de la nation, écoutez, mes chers amis, il faut faire attention. On ne fait pas la guerre sur les questions sensibles de la nation. On ne dit pas, moi j'ai la majorité, parce que, regardez, les problèmes, moi je pense que les démocrates font cette stratégie de chaise vide, si c'était le cas, non pas sur les questions comme on a nommé des gens au Parlement. Dans les instances régionales. Voilà, et puis ce n'est pas sur cette question. C'est pas sur cette question. Mais c'est sur les questions des élections, surtout que se pose le problème. Sur les questions liées aux élections. Parce qu'il l'a rappelé, et il semble vouloir minimiser ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a une opinion qui dit que les résultats sont dans ce sens. Une institution dit que les résultats sont dans ce sens. Pour départager les deux, la seule chose qu'il fallait, c'était les preuves. Et dans un premier temps, il faut se rappeler que les preuves, on avait privé les autres des preuves au départ. Et là, ils disent, donnez-nous les preuves pour que nous puissions tous mettre ça sur la table et dire, voici, vous avez gagné. Si les gens ont gagné, il n'y a pas de problème. Mais ils ont dit non, que c'est caduc. La caducité, je ne sais pas, ce n'est pas un truc technique, c'est un truc réel sur des preuves qu'on devrait mettre sur la table pour voir qui a gagné, qui n'a pas gagné. Alors, à partir de cet instant, lorsque, vous voyez, les problèmes, rappelez-vous que cette tendance à vouloir exclure les autres de toutes les instances qui organisent les élections nous a conduit déjà à 2 élections violentes. On est allé presque à la guerre dans ce pays. Si ce n'était pas la guerre. Non, on n'y est pas allé. Il y a eu quelques c'est de l'hyperbole. quelques Béninois qui n'étaient pas contents et qui ont manifesté leur mécontentement. Oui, mais j'adore votre euphémisme, mais moi je ne vois pas cela comme ça, parce que moi j'ai vu des armes qui ont crépité dans le temps, ici, au Bénin. Et il faut faire attention que nous n'arrivions plus là. D'accord. Et pour ne pas arriver là, ce n'est même pas... Parce que moi, je le dis, une chose est très sûre. Il faut se rappeler, le président Talon est en train de finir ses 2 mandats. Mais ce qui est en train de se faire maintenant peut ne pas conduire encore à la guerre, puisque vous avez vu les élections, les résultats donnés, tout le monde s'est rangé, etc. Mais à la longue, on va aller à de la violence si nous ne essayons pas de faire de sorte que... Vous voyez, les États-Unis, ils ont juste deux partis, 2 grands partis. OK? Sur ces questions sensibles-là, sur les questions sensibles de la nation, on ne dit pas... Ce n'est pas du sentimentalisme. En quoi désigner des parlementaires dans les instances régionales? En quoi c'est sensible? Moi, j'ai dit que justement, ce n'est pas là la question que cela ne faisait pas. En fait, ça là n'est pas du tout le problème. C'est surtout la désignation d'abord des membres de la Cour constitutionnelle, puisque c'était là une occasion de donner aux démocrates au moins un membre qui permettent de dire, OK, nous avons quand même une confiance. Et il faut se rappeler que cette... Non, attention, avant que vous ne preniez la parole. Mais sur cette question, il faut bien constater que ce n'est pas une élection. Ce n'est pas une élection. C'est une désignation par le bureau. Et le bureau est constitué en majorité par le BR et l'UPR. Et avec, bien sûr, un représentant des démocrates. Si sur ces questions sensibles, on veut vraiment des consensus qui nous permettent de ne pas continuer d'aller vers des élections violentes, on devrait normalement se dire, bon, OK. D'accord. Qu'est-ce que vous faire avez de sorte que... Je voudrais rappeler en fait qu'au niveau de la Sénat, vous avez parlé de caducité. Bon, la caducité, je crois, si c'est réel, il y a quand même un organe régulateur, la Cour constitutionnelle, qui est la soupape de sécurité. Il y a eu des recours, je crois, il y a eu un arbitrage de la Cour constitutionnelle en cette matière.
Et s'il y avait réellement des problèmes, la Cour aurait débouté la Sénat. Nous avions vu cette Cour prendre une décision pour instruire Saka Lafia, le président de la Sénat, au fait d'accepter la liste des démocrates. Au moment où il y avait des petits problèmes. Donc, la Cour était capable. Si vous aviez cru. Non, en fait, il ne faut pas faire cette lecture. C'est vous qui avez fait tout à l'heure. C'est vous qui avez fait tout à l'heure le reproche de la lecture qu'il faisait de. On va permettre à Francis d'aller au bout de son idée. Oui, mais. Un peu comme vous avez réclamé à. Oui, mais cette lecture. Personne n'a arrêté, mais ça fait bizarre son argumentaire, c'est tout. Non, continuez. Chacun a son argumentaire sur Tout à fait. D'accord. C'est le choc des idées, c'est l'affrontement des idées. Pas de problème. Et de la contradiction jaillit la lumière. On est tous d'accord sur le principe. Non, personne n'a arrêté. Allez-y. La tolérance, ça doit être une valeur essentielle à la démocratie. Oui, absolument. Donc, c'est pourquoi je respecte vos opinions, mais après, je sais respecter mes opinions. Non, on respecte tes opinions. Vas-y, seulement. Ceci étant, nous sommes donnés des institutions. Et dans l'architecture institutionnelle, c'est la Cour constitutionnelle qui est le dernier recours. Et nous sommes tous ici, autant que nous sommes des démocrates, et nous savons que les décisions de la Cour sont sans recours. On peut les commenter dans les facultés. Et ceci étant, au moment où il y a eu des problèmes, où les démocrates ont saisi et ont voulu aller consulter les archives, il y a eu en fait une réponse qui a été servie par la Sénat. Cette réponse n'a pas plu aux démocrates et ils ont recouru, ils ont introduit une requête auprès de la Cour constitutionnelle qui a arbitré. La Cour a rendu une décision en cette matière. Et je crois que c'est déjà fort clos. Maintenant, revenons sur la question de la démocratie en général. Écoutez, sous tous les cieux, c'est les intérêts, c'est pour les intérêts que les gens se battent. Et si vous voyez comment fonctionnent les parlements, la plupart des pouvoirs en place font l'effort d'avoir la majorité au Parlement pour pouvoir faciliter le travail de l'exécutif. Parce que quand vous avez une majorité au Parlement, vous faites facilement aboutir vos projets de loi et par conséquent, vous avez des facilités pour conduire l'action gouvernementale. Donc, si, par l'extraordinaire, il est arrivé qu'aujourd'hui, au Bénin, c'est la majorité présidentielle qui, malheureusement, dicte sa loi, c'est le jeu démocratique. Et au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, ils sont 7 membres, mais il y a un membre, le deuxième vice-président, dont la santé est chancelante. Donc, ils ne sont pas présents. Et je crois que même le président Ondete a dit que les autres membres du bureau savent bien que Basile Arossi est un peu malade. Et que sa convocation d'invitation lui est parvenue, je crois, à 10h, alors que la séance doit se tenir à 13h. Bon, je dis, c'est le jeu démocratique. C'est le jeu démocratique. On est en politique. Nous ne sommes pas dans le confessionnat. Et je crois également que chacun doit faire l'effort de marquer son terrain. Et je crois qu'en politique, il n'y a pas de cadeau. C'est assez clair. Et sous tous les cieux, les gens se sont battus pour faire triompher leur idéal, leurs opinions. D'accord. Oui, je vais rappeler que ce sont ces genres de discours de... c'est comme si aujourd'hui la politique, c'est la loi du tout de rien. C'est-à-dire, on fait ce qu'on veut, quoi, parce qu'on est en politique. Mais tout à l'heure, vous semblez ignorer les violences. Pas ignorer. Minorer les violences. Pas minorer. Attendez. Ni ignorer. Justement parce qu'on a dit... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Pas minorer, ni ignorer. J'ai reconnu qu'il y a des Béninois qui n'étaient pas contents, qui l'ont manifesté. Monsieur Paul-Marie... On va rester sur le factuel. Monsieur Paul-Marie, sur l'Assemblée, dit qu'on était au bord de la guerre, franchement. Je vous donne du factuel. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez rectifier. Nous avons été en guerre. Le Bénin était en guerre. Si vous dites non... Je vais vous demander si... Le Bénin n'a pas été en guerre. Tout à fait. Je vais vous demander si le chef d'État faisait de la comédie lorsqu'il allait visiter des militaires blessés à la suite de combats qui étaient exposés à l'hôpital d'instruction des armées. Comme je vous l'ai dit. Si des militaires... Attendez, je ne sais pas si c'est à une fois entre amis que des militaires se blessent gravement. Certains étaient même envoyés à l'extérieur pour se faire soigner. Parce qu'ici, on n'a pas pu trouver l'expertise pour les soigner. Si, pour une élection, on doit compter des blessés parmi nos militaires, nos hommes en armes, et que vous estimez que, bon, ça, c'est simple mécontentement, c'est suffisamment grave. Et ce discours-là continue. On dit, c'est la guerre, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de sentiment. Mais nous sommes en politique ou nous sommes en guerre. D'accord. Ou bien on choisit de faire de la politique, très bien, ou on choisit de faire de la guerre.
Très bien. Allez, on va pouvoir clore ce sujet sur le parti les démocrates. On va voir, bien sûr, ce qu'il en adviendra dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Si, justement, les décisions, sinon, les situations iront bientôt en leur faveur. Une chose est sûre, ils constituent la majorité parlementaire et, en ce sens, ils sont pour l'instant en train d'essuyer, on va le dire ainsi, la loi de la majorité, malheureusement. On en vient à présent à cette rencontre entre... on va le dire ainsi, maître Joseph Fifame Diogbenou et bien sûr Abdoulaye Biotane du parti, désormais président du parti Bloc républicain, Francis Elojatale. Qu'est-ce qu'ils ont pu se dire ces deux-là, en fait, à politique fiction? C'est vrai qu'on n'était pas entre les quatre murs de cet échange-là, mais qu'est-ce qu'ils ont pu se dire? En fait, Joseph Diogbenou et Abdoulaye Biotane sont deux présidents de deux partis qui sont nés à la faveur de la réforme du système partisan. La réforme actée par le vote de la charte des partis politiques et du code électoral. Vous savez que l'UP d'hier, c'était né un 1er décembre 2018, et puis le BR est né à Parakou, je crois, le 8 décembre 2018. Nous avions dit que c'était parti siamois parce que ces partis accompagnent les actions du gouvernement. Mais malheureusement, sur le terrain, on n'a pas vu cette complicité. Il y a eu, j'ai suivi les amis aussi BR que UP, ça n'a pas été facile. Même pour 2019, vous avez vu les affrontements entre eux-mêmes. Donc, c'est à croire qu'en fait, c'est des partis sur le champ de l'intérêt, il n'y a pas de concession. Et c'est heureux maintenant qu'ils soient en capacité de faire la paix des braves, puisque même avant les élections législatives, vous avez vu qu'il y a eu dépeuplement. Il y a eu plusieurs militants du Bloc républicain qui ont migré vers l'Union progressiste et le discours qui a suivi. Les gens ont taxé Joseph Diogbenou de faire vider en fait le Bloc républicain au profit de l'Union progressiste de Renouveau. Mais je crois que si les deux ont décidé de se rencontrer, c'est pour renforcer les convergences. Deux, c'est pour régler les problèmes liés aux accords de gouvernance. Parce que dans plusieurs mairies, au niveau de plusieurs communes, ils ont signé des accords de gouvernance pour pouvoir contrôler les mairies. Il faut évaluer, il faut faire le bilan du chemin. Il faut aussi, les deux doivent préparer désormais les 3 années qui viennent, les 3 années qui doivent nous conduire aux élections générales, et apprécier la situation politique générale, parce que désormais vous avez le Bloc républicain qui a un président, puisqu'on est parti du poste de secrétaire général au poste de président. Donc je crois qu'il est fort probable que le Bloc républicain ait son candidat, son dauphin, et puis l'UPR aussi. Et les deux, parce que les 3 dernières années sont des années sensibles. Et il faut aider le chef de l'État à conduire pacifiquement, harmonieusement et méthodiquement la mise en œuvre du PAG, de sorte que, in fine, il soit fier d'avoir accompagné un chef d'État pour la fin de son mandat. D'accord. Je crois que c'est pour ça que les deux se sont rencontrés. Alors, Dr Paul-Marie Ouessou, est-ce que vous pensez qu'il est possible de voir l'UPR et le BR main dans la main? Je voudrais le croire. Je voudrais le croire, mais bon. De toute façon, vous avez constaté que au Parlement, de plus en plus, le BR se sent mal aimé et mal à l'aise dans cette famille qu'on appelle la mouvance présidentielle, au point où ils veulent nous définir une autre façon de voir ce qu'on appelle minorité parlementaire. Je crois que c'est surtout ces accrochages qui ne cessent de se répéter chaque fois que le Parlement se réunit depuis qu'il a été installé. Je crois que c'est cela surtout qui a provoqué cette rencontre. Maintenant, est-ce que cette rencontre, ce rapprochement se fera au détriment des autres? C'est ce que nous venons de discuter. Vous voyez, à peu près, c'est important de savoir que au niveau des institutions, toutes les tendances doivent être souvent représentées pour mettre tout le monde en confiance, autant ceux qui
ceux qui sont minoritaires que ceux qui sont majoritaires. Les deux discutant les difficultés qu'ils ont sur le terrain, moi je crois que c'est une bonne chose. J'ai toujours, moi, dit que ce qui est important pour notre pays, c'est que les gens qui dirigent nos partis politiques ou nos institutions se parlent pour qu'il n'y ait pas d'accrochage. Seulement, le problème, hein, si vous me permettez... Oui, on est vraiment là pour... Enfin, on a un problème de temps, donc il faut qu'on puisse évidemment y aller. Oui, et si vous me permettez, seulement, le problème pour moi, c'est que, quel que soit le rapprochement qui se fait entre les deux tendances de la mouvance présidentielle, il est très important que ces deux regroupements de la mouvance présidentielle sachent que notre futur, notre vivre ensemble de demain dépend de ce qu'ils font par rapport à l'autre bloc de la représentation nationale. D'accord, voilà. Très bien. Alors, à Arimi Choubadé, on sait que l'UPR et le BR ne se font pas forcément cadeau sur certains points. Est-ce qu'avec ce rapprochement, visiblement, entre Diogbenou et Abdoulaye Biotchadé, les dissensions éventuelles ils peuvent taire les éventuelles dissensions? Non, ils ont un réel problème. Les deux avaient bénéficié de l'imposture institutionnelle qui découlait naturellement de ce qu'on avait appelé le Parlement qui était là en 2019-2023. UP faisait office de majorité et BF faisait office de minorité. C'était une imposture. Quand bien les deux venaient du même père. Mais aujourd'hui, UPR doit accepter que sa majorité qu'elle s'attribuait tout seul doit la partager avec BR. Et que BR considère qu'il perd son statut de minorité pour aller s'incruster dans une minorité mouvancielle, si vous voulez, cette terminologie. Donc les deux sont en pleine crise. Et moi, je veux bien connaître les légitimités réelles des deux hommes qui se sont rencontrés. Biotchane et Diogbenou. Est-ce que Biotchane est le patron du BR? Est-ce que Diogbenou est le patron? Il est le président du parti Bloc républicain. Ce que moi j'ai remarqué, deux présidents se sont rencontrés. Ce que moi j'ai remarqué, j'étais au congrès du BR à Parakou. À l'issue du congrès, il n'y avait pas d'organe dirigeant du parti. C'est des jours après qu'on a découvert que, tel est le secrétaire général, tel l'accompagne, tel est membre, etc. Donc, ce n'est pas le congrès qui les a désirés. Ce n'est pas un congrès qui a désiré. Il y a eu un congrès dernièrement pour revoir l'organigramme du parti. Je n'en sais rien. Absolument, pour revoir l'organigramme du parti où désormais Abdoulaye Biotchane est officiellement désigné président. Qu'en est-il du Diogbenou? C'est un congrès qui l'a désigné président? Il a pris la succession. C'est un congrès qui l'a désigné président? Il y a eu des assises. Non, moi j'ai posé une question très simple. C'est un congrès, c'est un mini-congrès. Congrès, mini-congrès. C'est un mini-congrès. C'est un mini-congrès. Bon, je prends à deux. Donc, vous voyez, tout dépend de la légitimité des deux à peser dans quelque chose. Je me souviens toujours du débat au sein du BR, quand l'honorable Damassi a commencé par faire des siennes. Un autre cas du BR lui a dit, mais il est surréaliste de s'en prendre à Biotchane, qu'il faut s'en prendre directement au président, alors que c'est lui qui a fait les positionnements. C'est un cas du BR qui le disait, sur la place publique. Et donc, tout dépend de la légitimité et des possibilités de management des deux. Et ça m'étonne que ce soit aujourd'hui qu'ils se rencontrent, ça a été qu'avant, ils ne se rencontraient pas. Je pensais qu'à la mouvance, il y avait des cas de concertation formels ou informels, où ils arrivent à harmoniser. Mais si on en fait aujourd'hui un événement, ça veut dire qu'en réalité, est-ce que ce n'est pas un événement outre mesure? C'est juste un fait d'actualité qu'on essaie d'aborder sur une émission matinale. Alors, on se comprend. Voilà, c'est un fait d'actualité. Deux amis sont rencontrés et puis on a voulu en faire une actualité. Je suis d'accord avec vous. C'est votre lecture. Je suis d'accord avec vous. Mais si on est c'est votre lecture, pas moi, c'est pas moi ma lecture. Non, mais pourquoi? Moi, c'est moi qui parle. Donc pour vous, ce sont deux amis qui sont rencontrés Cher ami Rodrigue, pour une kermesse. Tout le monde a vu que c'est Arimi qui parle.
D'accord. Et non vous. Donc vous n'avez même pas... Il n'y a pas de souci. Ne me faites pas porter le poids de Non, votre vous êtes bien argument. habillé déjà, on ne va pas vous faire porter. Allez, on va boucler ce deuxième sujet et en venir à présent à cette mission africaine qui s'est rendue en Ukraine et en Russie. C'était en fin de semaine dernière, justement le vendredi et le samedi. Vendredi, ils étaient en Ukraine, samedi en Russie. On va voir ce reportage où la mission s'était déplacée justement du côté de l'Ukraine. Ils ont rencontré le président Zelensky. Autant dire que ça n'a pas forcément été très très fraternel tout ça. C'est un reportage de nos confrères de TV5 Monde. Dans leurs mains, des bougies. Sur le sol ukrainien, les chefs d'État sud-africains, comoriens, sénégalais et zambiens rendent hommage à des centaines de victimes de la guerre au mémorial de Boutcha. Des massacres de civils attribués aux forces du Kremlin au début de l'invasion russe. Ici à Boutcha, nos civils, des citoyens pacifiques sont morts pour avoir refusé d'obéir à l'agresseur. Il était très important pour nos invités, très respectés, d'entendre cela aujourd'hui. Cette délégation africaine, avec des représentants de 7 États, est engagée dans une mission de paix délicate entre l'Ukraine et la Russie. Après un moment sur la place Saint-Michel, devant les carcasses de tanks russes, les émissaires ont pu discuter longuement avec le président ukrainien Zelensky. Mais à la sortie, c'est un Zelensky toujours aussi déterminé qui est apparu. J'ai clairement dit à plusieurs reprises lors de notre réunion qu'autoriser toute négociation avec la Russie, maintenant que l'occupant est sur notre territoire, revient à geler la guerre, à geler la douleur et la souffrance. Pour les représentants africains, il n'y avait pas grand-chose à annoncer, sinon leur détermination à continuer leur médiation. Il n'y a aucune guerre sans fin, absolument aucune. Quelles que soient les circonstances, quel que soit l'agresseur et les victimes. Mais une guerre doit se terminer. Cette guerre doit être réglée. On doit arriver à la paix par les négociations et les moyens diplomatiques. Mais le président sud-africain n'a pas caché qu'un autre objectif est d'obtenir des garanties sur la circulation des céréales et des engrais. Car la guerre a créé inflation et pénurie à des milliers de kilomètres de là, sur le continent africain. Malgré la présence de ces médiateurs, l'armée russe a lancé ce vendredi une nouvelle attaque de missiles, la plus importante contre Kiev depuis des semaines. Samedi, le groupe doit rencontrer Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg, dans le nord-est de la Russie. Voilà donc ce qu'il en est de ce déplacement de la mission africaine du côté de l'Ukraine. Effectivement, le samedi, ils ont rencontré Vladimir Poutine du côté de la Russie. Là aussi, pas forcément beaucoup d'assurance. Docteur Paul-Marie Wechou, que pensez-vous de cette mission africaine qui entend mener qui a mené cette mission diplomatique-là pour essayer de peser de son poids dans ce conflit géopolitique? Bon, moi, je voudrais d'abord dire que la mission est bizarre parce que, vous savez, le contexte c'est qu'il va y avoir en août bientôt une rencontre du BRIC, du BRICS, oui, en Afrique du Sud. Et donc, Poutine est invité, on ne sait pas si sera ou non. La communauté internationale de l'Ouest demande que Poutine soit arrêté. Puisqu'il est visé par un mandat d'arrêt international. Voilà, sur le sol sud-africain. Et les Sud-Africains disent notre histoire avec la Russie fait que nous ne pouvons pas arrêter Poutine. Mais ça devient de plus en plus difficile de ne rien faire avant la rencontre et pour que quelque chose se passe. Mais pour aller à cette rencontre, bien sûr, le président sud-africain s'est fait accompagner par les autres et bizarrement... Hakainde Hichilema, notamment de la Zambie, oui. Azali Assoumani du Comore et le dernier, c'est bien le Sénégalais Macky Sall, voilà. C'est là la bizarrerie. C'est là la bizarrerie parce que lui ne fait rien pour la paix dans son propre pays.
et il va sur un théâtre de guerre pour demander la paix. L'hôpital qui se moque de la charité. Moi, je ne comprends pas cette bizarrerie. D'accord. Moi, j'aurais vraiment aimé que le président sud-africain puisse aller à cette rencontre seul ou avec les autres, sans lui, surtout que l'actualité dans son pays ne lui Francis Chelou-Jatali, est-ce que vous pensez qu'il y avait un conflit d'intérêts déjà même au sein de ce groupuscule qui s'est rendu en Ukraine et en Russie? Mais oui, conflit d'intérêts, c'est une réalité. Vous savez que le président Cyril Ramaphosa, même s'il a joué la carte de la neutralité, il est quand même taxé d'être pro-russe. De même que le Zambien est taxé pro-Kiev. Bon, donc, vous savez qu'ils n'ont pas eu l'onction de l'Union africaine. C'est quelques chefs d'État qui se sont mis ensemble pour aller faire la médiation. Je comprends que le président Macky Sall soit de la guerre parce que, en fait, en tant que président de l'UA, il était allé pour négocier les problèmes liés à l'approvisionnement et les problèmes céréaliers que nous avons liés à la crise, puisque la guerre russo-ukrainienne a eu des conséquences collatérales sur les économies africaines. Les 4 qui sont allés pour la mission du 16 et 17, parce que d'abord ils sont allés à Kiev avant de venir à Saint-Pétersbourg, la mission c'est un échec. Parce qu'il n'y a pas l'onction de l'Union africaine, il y a des intérêts qui étaient sous-jacents. Et puis les 10 points qui ont été déclinés n'ont pas reçu la santé, par exemple, de Saint-Pétersbourg, puisque le porte-parole de Kremlin a dit que en fait c'était pas recevable. Donc ils ont proposé la désescalade de la violence, ils ont proposé le respect de la souveraineté des États, bon, avec plein de choses. Donc les 10 points, sur les 10 points, c'est que c'était une balade de santé. D'accord. Pour vous aussi, Arimi Choubadé, c'est du folklore, ce déplacement? Non, j'ai presque envie de dire que je n'ai même pas d'avis sur le sujet. Dès là, la délégation me paraît assortie. Vous savez, les Ukrainiens et les Russes connaissent très bien l'histoire de chacun de ces présidents-là. Et donc, la légitimité dépend de leur trajectoire personnelle. Vous avez Comores, Sénégal, qui sont quoi? Des appendices du CFA qui est arrimé à l'euro. Et la Russie sait très bien que son premier adversaire en face, c'est l'Europe, enfin, l'Europe économique à l'ouest. Et puis on sait très bien que les Sud-Africains ont même été accusés de vendre des armes à la Russie. Franchement, je ne sais pas, je n'ai pas d'avis sur ça. Je me dis, oui, des chefs d'État ont décidé de créer le beurre. De créer le beurre, parce que bon, ils étaient un peu... Et puis, vous savez, il y a quelque chose de fondamental dans cette histoire d'aller chercher des vivres, des céréales. Enfin, parlons peu. Les Africains, c'est pour le blé, pour faire le pain. Moi, je crois que cette crise allait nous permettre peut-être de développer notre stratégie pour nourrir notre population plutôt que d'aller... En fait, nous, on demande qu'il n'y ait pas la paix, mais qu'on nous permette de manger. C'est-à-dire qu'on en est aujourd'hui réduit à aller demander que nos populations ne meurent pas de faim. En fait, c'était ça le but, puisque, comme l'a rappelé l'ami tout à l'heure, il y a eu une initiative pareille, parce qu'à un moment donné, la vie ne commençait pas à coûter cher, les produits qui venaient de l'Europe ne commençaient pas à coûter cher, donc il fallait libérer des corridors pour permettre aux vivres de parvenir. Alors si la ville peut pas profiter de la situation pour peut-être trouver des stratégies pour nourrir sa population et qu'il fallait commander de quoi manger, parce que ce n'est même pas de l'aide alimentaire, c'est des produits que nous achetons très cher. Et on pourrait faire peut-être profiter notre propre agriculture, développer des trucs dans ce sens-là, que d'aller demander et qu'on arrête les bombes le temps que les bateaux passent et qu'on continue la guerre après. D'accord, voilà. Très bien. Que pensez-vous de cette mission de président africain qui tente une médiation dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine? Voilà la seule et unique question que nous avons adressée à nos amis internautes via nos canaux digitaux. Stanislas Soussalenko, bonjour. Bonjour, Rodrigue Herman Amenga, bonjour à chacun et à tous. Avec vous, donc, nous allons éplucher la toile pour voir ce qu'il ressort de la vie des uns et des autres. Exactement, et nos amis internautes, comme vous le savez très bien, le sujet les intéresse, les préoccupe. Ils estiment que c'est une mission louable. Toutefois, ces présidents devraient régler des problèmes internes avant de pencher sur des problèmes internationaux, ont-ils souligné. On va voir quelques avis que vous avez dûment relayés pour nous. Bien sûr, et la première réaction nous vient de notre
ami Nestor Adi Malekin, qui assure que cette mission est comme un bébé mort-né dans la mesure où cette guerre n'est pas entre l'Ukraine et la Russie. Toute médiation doit exiger aux États-Unis et à l'Union européenne de cesser de fournir des armes à l'Ukraine et la guerre va s'arrêter le lendemain. C'est comme le dit un proverbe béninois, on laisse le serpent et on donne des coups de bâton dans le feuillage. Emmanuel Glossi assure que c'est du tourisme tout court, car il ne pèse pas grand poids dans la diplomatie internationale. Que font-ils pour le Soudan, la Somalie, la RDC et l'Éthiopie? Ah oui, calmez-vous, semble dire Major Odiak. Selon lui, l'Union africaine a désormais son mot à dire dans la gestion des conflits hors du continent. Et je trouve que la démarche est louable, mais il devrait s'appuyer sur des présidents européens pour y arriver. Déjà, le président ukrainien rejette cette médiation parce que pour lui, c'est la Russie qui est à la manœuvre. C'est déjà mal parti, sinon c'était une bonne initiative. Jean Lecomblé abonde dans le même sens et affirme que chacun cherche ses intérêts dans une situation. Il y a vraiment une raison pour que les pays africains interviennent pour qu'il y ait la paix entre ces deux pays. Quand deux éléphants se battent, ce sont les herbes qui en souffrent. Dit-on, si la guerre entre ces deux pays engendre des conséquences néfastes sur nous Africains déjà, je trouve que ces présidents jouent ainsi leur rôle, conclut notre ami Jean Lecomblé. Merci beaucoup à vous, Stanislas Osalenko, pour ces avis. Vous serez avec nous pendant un moment. Bien sûr. Ne sera pas là. Quelques pauses s'imposent pour un moment de pause, allez dire s'impose pour lui. Allez, merci. On se retrouve très prochainement sur la matinale. Et voilà. Merci beaucoup également à vous, Francis Lojatale. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. C'est avec plaisir. Mais le plaisir sera toujours renouvelé, n'est-ce pas? C'est merci également à vous, Dr Paul-Marie Wessou. Et merci à Rimi Choubadé. Vous avez aimé les débats? Ou le débat, n'est-ce pas? Vous êtes chez vous, vous faites comme chez vous. Absolument. 5 sur 7 matin. On va ouvrir les sports. Les sports, ce sera une présentation de Bilal Adanko exclusivement consacrée à la rencontre samedi dernier entre le Bénin et le Sénégal. Juste après, il y aura la revue de presse de Marcel Arrossi. À tout de suite dans exactement 1 minute.